Ok, on est parti? Allez, bonjour à tous, merci d'être là. Alors, j'ai appuyé sur le bouton enregistrer cette réunion. Comme ça, elle sera en ressource sur le site internet de la Mona, elle sera en ressource sur la page YouTube de la Mona. Donc, vous pourrez la revisionner. Alors, l'objectif de ce web séminaire aujourd'hui, pour moi, il est assez simple. L'objectif, hein. Après, derrière, les sujets vont être ambitieux. Non, l'objectif est très simple. On avait fait en 2016 des formations sur le web social pour deux niveaux, un niveau 2 et un niveau 1. L'idée de ces deux niveaux était de voir en fait quel temps était dédié dans les structures à la compétence de community manager. Cette année, on a vraiment axé notre programme de formation sur un niveau 2 pour donner d'autres billes et affiner en fait les stratégies social media dans les offices de tourisme. Mais on s'est dit que c'était toujours important de proposer un niveau 1. Alors quand on dit niveau 1, niveau 2, pour moi c'est essentiellement le temps dédié à la personne pour effectuer les missions dans les structures. Mais avec Sébastien, on pourra peut-être revenir là-dessus. On a voulu donc proposer un web séminaire cette année. L'idée était de voir quelles sont les bonnes pratiques, mais également quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser dès qu'on veut investir une stratégie sur les réseaux sociaux dans le tourisme. Donc, Sébastien Repetto de My Destination ici travaille beaucoup sur le community management dans le tourisme. Donc, il nous fera part un petit peu de son expertise sur le sujet. Euh, L'objectif pour moi, du coup, c'est celui-ci. C'est que vous repartiez en fait à l'issue de cette réunion, de cette formation en ligne là, où on va passer près d'une heure ensemble, avec ben, des bonnes idées et surtout que vous puissiez avoir une vision globale sur qu'est-ce qu'il faut faire si je veux me lancer en fait dans cette stratégie. Quelle stratégie justement je dois utiliser, quelles compétences derrière il faut que je mobilise avec les connaissances que j'ai, l'utilisation des réseaux sociaux que je peux avoir, et voilà, comment je fonctionne avec mes cibles, quel ton j'utilise, voilà, toutes ces petites choses-là que vous allez pouvoir du coup voir avec Sébastien. Donc Sébastien va se présenter après, il travaille à My Destination. Dans une minute, non même dans 10 secondes, je lui passe la parole pour vraiment que vous passiez un moment avec lui. Je vous conseille d'utiliser le chat de conversation qui est tout en bas. Vous allez pouvoir en fait poser des questions. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais centraliser vos questions pour en fait pouvoir, à l'issue des 30 ou 40 minutes là, que va utiliser Sébastien pour faire votre présentation, voir s'il y a des questions qui se ressemblent et essayer en fait après à l'issue de sa présentation de créer une petite interaction de questions-réponses avec tout ça. À la suite, moi je vais organiser une petite ressource que je vous proposerai où il y aura en fait un petit peu comme la foire aux questions, hein, la petite FAQ de la matinée. Voilà, pour qu'en fait vous puissiez garder quelques grandes lignes sur ce qu'on s'est dit. Est-ce que ça vous va à tous? On fait oui de la tête. Comme ça, je le ressens à travers l'écran. Et puis, si tout est OK pour vous, je te passe la parole, Sébastien. Ouais. Et puis, voilà, tu peux passer les slides en bas à gauche, comme tu le demandais. Et voilà. Allez, à tout à l'heure. Ok, c'est donc parti pour moi. Bonjour, rebonjour à tous. Je m'appelle donc Sébastien Repetto. Je suis fondateur de l'agence My Destination, qui est une agence social media spécialisée dans le tourisme. Nous sommes basés à Bordeaux. L'agence a maintenant 3 ans. On est une petite équipe de 6. On s'intéresse, voilà, en particulier à toutes les problématiques du social media, du digital en général, du social media en particulier. Et on va essayer de comprendre un petit peu aujourd'hui, de revenir un peu aux basiques, de comprendre un petit peu les bases d'une stratégie social media. Euh, L'agence, donc My Destination, bon, je viens de vous résumer en quelques mots, mais on travaille principalement avec des OT, CDT, CRT, voire pourquoi pas des pays ou des régions aussi étrangères. J'aime bien introduire toujours le propos quand on revient un peu à la base sur cette notion qu'aujourd'hui on est tous des médias, dès lors qu'on a une page Facebook, un compte Twitter.
qu'on publie une vidéo sur YouTube, euh, ou même sur Snapchat, on est des médias. On est des médias parce qu'on a la possibilité de créer du contenu, de partager ce contenu, et on a constitué des audiences qui sont composées de nos amis, de notre famille, de nos connaissances. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, on a tous la parole. On a tous la parole sur le web. On parle assez souvent de réseaux sociaux, hein. Quand on veut parler du sujet, on parle de réseaux sociaux, mais finalement, un réseau social, ça n'a pas de rapport direct, si on revient à la définition de base, pas de rapport direct avec Internet. Un réseau social, c'est un principe d'interaction entre des humains, tout simplement, entre des gens, et ces interactions, elles n'ont pas besoin d'être connectées. Mon réseau social, c'est aussi ma famille, cercle proche, mes amis, un cercle un petit peu plus éloigné, les amis de mes amis, qui sont des connaissances, mes contacts professionnels. Tout ça, ça constitue mon réseau social, et j'ai pas besoin d'Internet pour ça. Et finalement, les médias sociaux sont des outils connectés, digitaux, qui permettent ces interactions sociales avec donc mon réseau social. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit avant de se lancer sur les réseaux, c'est de se dire que avant tout, c'est un espace où les gens interagissent entre eux. Donc, comment est-ce qu'une marque va venir se positionner, une marque, une destination, va réussir à se positionner au milieu de tout ça et apporter un message qui sonne juste, hein, parce que c'est avant tout, à la base, fait pour de la relation entre les gens. On a changé de modèle. On va pas ressortir des cartons le terme de Web 2.0, mais qui avait marqué effectivement une évolution entre un modèle un peu média, c'est-à-dire une diffusion et pas d'interaction, et finalement l'arrivée des médias sociaux qui ont permis l'interaction, et finalement tout le monde est plus ou moins au même niveau. Au même niveau. Aujourd'hui, si vous souhaitez interagir avec Rihanna ou Donald Trump ou Emmanuel Macron, pour prendre un français, sur Twitter, vous pouvez le faire. Pas dit qu'ils vous répondent, mais c'est tout à fait possible. Donc finalement, on a une véritable... auparavant, on avait un émetteur, des récepteurs et pas forcément de retour. Aujourd'hui, on a une espèce d'équité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Parce que, au-delà de diffuser des messages sur les réseaux, ce qui va être aussi extrêmement important, c'est les notions de discussion. Le Graal, c'est la communauté, c'est ce que vous avez, c'est ce qu'on essaye tous de constituer. Donc, au-delà de la création d'une page Facebook, d'avoir des fans, etc., ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'est-ce qui va fédérer ma communauté? Qu'est-ce qui intéresse ma communauté? Posez-vous, il faut toujours se poser la question de se dire, est-ce que les gens vont être fans de l'office de tourisme de telle destination? Pas forcément. Par contre, ils peuvent être intéressés, être fans d'une destination. Mais ce qui va les intéresser, c'est pas l'entité, c'est pas l'office de tourisme 2. Ce qui va les intéresser, c'est ce qu'ils vont pouvoir trouver sur le territoire, soit parce qu'ils y habitent et qu'ils aiment partager au quotidien le quotidien de la destination, soit parce qu'ils y sont nés puis ils sont partis ailleurs et donc, du coup c'est des ambassadeurs qui habitent un peu plus loin, soit c'est des gens qui sont venus une fois et qui eux aussi vont être intéressés par ce message-là. Et donc du coup, il va s'agir effectivement de fédérer une communauté, et c'est eux qui vont constituer effectivement vos followers sur Instagram ou vos fans sur Facebook par exemple. Mais il faut vraiment garder à l'esprit cet aspect de communauté qui est la base. C'est vraiment la notion de base. Avant de penser aux outils, il faut garder à l'esprit la communauté. Les outils, parlons-en. Panorama des médias sociaux en 2017. On a aujourd'hui, on va dire, un acteur central, majeur, le plus généraliste, qui est Facebook. Sur Facebook, aujourd'hui, on trouve toutes les tranches d'âge, même si les plus jeunes ont tendance à déserter le réseau, hein, puisque finalement, comme leurs parents sont arrivés sur Facebook, ben, eux, ils se sont dit,
impossible que je sois sur le même réseau que mes parents, donc je vais plutôt aller sur Snapchat. Mais aujourd'hui, Facebook, effectivement, c'est de 13 à plus de 90 ans. C'est une répartition homme-femme à quasiment 50%. Donc on va pouvoir toucher à peu près tout le monde sur Facebook. C'est le plus généraliste aussi dans ce qu'il est possible de faire. Sur ce panorama, vous voyez qu'il y a différents, les réseaux sont classés selon leur spécificité. Vous avez des outils un petit peu plus, donc les plus généralistes sont au milieu, les autres un peu plus orientés sur de la publication, d'autres sur du partage, la partie effectivement messagerie, discussion, l'aspect collaboration et mise en réseau. Donc en gros, des outils, il en existe énormément. Et la question à se poser, c'est bien évidemment, on ne peut pas se positionner sur tous. Donc la question à se poser, c'est finalement, dans ma stratégie, lesquels sont les plus pertinents pour moi, pour ma destination, par rapport à ma stratégie. Donc les spécificités de chacun vont peut-être aussi permettre de vous aiguiller un petit peu à ce niveau-là. En matière d'audience, on a effectivement un mastodonte, un leader qui s'appelle Facebook. C'est pas une grande nouvelle que je vous annonce là. Je pense qu'on est à peu près tous au courant de ça. Côté français, ça pèse 33 millions de personnes, ça commence à faire un petit peu de monde. Ensuite arrive YouTube, qui donc appartient à Google, où on est sur une autre consommation du média. Twitter garde la troisième place du podium pour l'instant en matière d'utilisateurs actifs, même si c'est un réseau qui date, enfin qui est quasiment aussi vieux, qui est aussi vieux que Facebook, mais qui finalement n'a jamais réussi à exploser en matière d'utilisateurs. Par contre, on a du Instagram qui est le réseau fort du moment, et un Snapchat qui n'existait pas il y a encore quelques années et qui, côté français, euh, représente 11 millions d'utilisateurs. En large majorité du moins de 30 ans, voire même du moins de 25 ans, voire même du moins de 20 ans. On est quand même sur 11 millions de personnes et ça, c'est pas rien. La clé de la réussite sur les médias sociaux, elle va pas être sur le nombre de fans que vous allez avoir sur votre page Facebook ou le nombre de followers que vous allez avoir sur Instagram, parce qu'aujourd'hui, c'est assez facile d'acheter de faux fans ou d'acheter de faux followers. Attention, quand je dis acheter, je parle pas d'utiliser les ads Facebook ou Instagram, hein, de la régie publicitaire de Facebook, où là, on peut faire des choses assez qualitatives là-dessus, mais on n'en parlera pas aujourd'hui parce que c'est pas l'objet de notre web séminaire. Ce que je dis acheter, c'est vous avez des sites qui sont spécialisés dans ce genre de choses, un petit peu comme on peut acheter des faux avis sur TripAdvisor. Ça n'apporte rien parce que finalement, ce sont des gens qui sont dans des pays euh, payés, dans des cybercafés, payés pour liker des pages Facebook, par exemple, si c'est des gens, ou alors ça peut être aussi des bots, et c'est des gens qui n'auront aucune espèce d'intérêt sur le contenu que vous allez produire, que vous allez partager. Donc finalement, vous pouvez avoir une page de 70 000 fans et intéresser absolument personne si vous avez acheté et que ce sont des faux fans. Donc ça, c'est pas la finalité, c'est pas là-dessus qu'il va falloir se concentrer, même si malgré tout, c'est la métrique la plus regardée, euh, aussi parce que c'est une des seules métriques publiques, hein, accessibles à tout le monde. Donc finalement, c'est un peu la première chose qu'on va faire quand on va regarder une page Facebook, regarder combien de fans elle a, mais finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui va être vraiment intéressant, ce qu'il va falloir privilégier finalement, c'est une notion de conversation qui sont extrêmement importantes. On en parlait depuis le début, c'est de l'échange à la base entre les gens. Il faut garder ça à l'esprit. Notion d'engagement. L'engagement, effectivement, c'est par exemple sur une publication Facebook, le nombre de j'aime, de partages, de commentaires que va pouvoir recevoir votre publication. Les partages seront extrêmement importants. C'est ce qui va vous permettre d'obtenir de la viralité, c'est-à-dire que votre message va pouvoir se diffuser le plus largement possible. Et ça, c'est un peu le Graal du community manager, avoir le plus de viralité possible sur ces messages. Toujours intéressant Ouais, tu voulais intervenir, Flo? Non, du tout. Non, non, c'était que je suis en train je suis en train de mettre la question de Manon d'un côté pour qu'on la traite tout à l'heure. T'inquiète pas, Manon, on Ça marche, répondra à ta ok. question. Euh, Toujours intéressant de remettre
de se repositionner dans le cycle du voyageur, c'est quelque chose qu'on fait, hein, quel que soit l'action qu'on entreprend dans notre métier, enfin, dans le monde, dans l'univers du tourisme. Et dans le social media, on essaye toujours de comprendre, de se dire à quel moment, quand on anime une page Facebook, à quel moment du cycle on va intervenir, à quelle problématique on va répondre. Et effectivement, le message à diffuser sera pas le même si on est dans une phase de rêve ou par exemple dans une phase de réservation ou de planification. On ne sera pas forcément sur la même approche. Donc, l'idée aussi dans le choix des réseaux, c'est d'essayer de positionner tout ça dans le cycle et de voir voilà, comment est-ce qu'on peut utiliser un WhatsApp, par exemple, dans une phase de réservation. Ça peut tout à fait être adapté. Alors, euh, en fait, les slides sont un peu croppés sur le côté, mais c'est pas très grave. Donc, c'était donc les phases clés du community management. Vous aurez deviné la suite. On a quatre phases importantes. La première, c'est une phase d'écoute. Il va falloir effectivement être attentif. En fait, c'est un peu comment dire, presque une règle de vie. Avant de parler, mieux vaut écouter ce que les gens ont à vous dire. Ça vous permet aussi peut-être d'adapter votre message. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut appliquer tout à fait et qu'il faut appliquer absolument au réseau. Au lieu de partir bien en tête sur un sujet parce qu'on est persuadé que c'est absolument euh, ce qui va intéresser la communauté. Je pense que dans un premier temps, ce qui va être intéressant, c'est de regarder un petit peu ce qui se dit sur votre destination. Ensuite, il va falloir s'organiser, prévoir les différentes prises de parole en fonction des réseaux qui ont été sélectionnés. La publication arrivera que dans un troisième temps. Et cette publication nécessitera bien évidemment de la modération. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra absolument pas oublier. La phase d'écoute, vous avez des outils qui peuvent être utilisés. Je pense par exemple à un outil qui s'appelle Mention, mention.com, qui en version gratuite peut vous permettre d'avoir un certain nombre d'alertes, de prises de parole au sujet de votre destination sur Instagram par exemple, sur Twitter, mais aussi un article de blog qui pourrait être écrit au sujet de votre destination. Donc c'est une espèce de, ça va venir regarder un petit peu tout ce qui va être dit sur la destination et vous allez avoir un tableau de bord qui va vous permettre de rester en veille un petit peu sur tout ça. Et pourquoi pas aussi d'identifier un contenu utilisateur qui serait pourquoi pas intéressant aussi à valoriser et à repartager. C'est quelque chose qui peut être envisagé. C'est toujours aussi important, donc soit vous avez ce type d'outil, soit il faut le faire. Vous avez du Hootsuite aussi hein, qui peut être mis en place, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. L'autre approche, effectivement, c'est de le faire manuellement et d'aller rechercher des hashtags qui vont parler sur Instagram, par exemple, autour de votre destination ou des lieux, des gens qui auraient tagué des photos en utilisant, en les géotaguant finalement sur Insta et regarder un petit peu tout ça. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. C'est une mission clé du community manager. Euh, l'autre, euh, l'autre phase, c'est la phase d'organisation. Et là, il y a un outil qui me paraît indispensable et qui pourtant n'est pas forcément systématiquement utilisé par les community managers, qui est le planning éditorial. Je pense qu'aujourd'hui, si on a véritablement défini une stratégie social media, on parlera de la ligne éditoriale tout à l'heure, qu'on sait les sujets qu'on souhaite traiter. Si on veut être sûr d'amener le bon contenu au bon moment, il faut l'avoir prévu, il faut l'avoir anticipé. Donc pour ça, ben, le mieux c'est de prendre, vous prenez votre mois, les différentes journées, pardon. Vous pouvez même y préciser les vacances scolaires, ça peut peut-être vous aider dans vos prises de parole. Et vous venez effectivement définir bah, sur Facebook par rapport à mon rythme de publication, voilà les sujets que je vais traiter. Sur Twitter, voilà les sujets que je vais traiter. Sur Instagram, c'est ces sujets-là. Et ça vous permet effectivement d'avoir un petit peu de visibilité sur vos prises de parole à venir, d'être organisé et de ne pas vous retrouver face à votre ordinateur un vendredi à 17 heures et vous dire zut, il faut absolument que je fasse une publication et je n'ai aucune idée. Pour être efficace effectivement sur les réseaux dans la phase de publication, il va effectivement falloir publier le bon contenu au bon endroit au bon moment. Alors j'avais un exemple dans cette partie publication, mais je ne sais pas si la vidéo est intégrée sur cette presse. Non, Hmm, je si, pense pas. si, c'est bon, c'est bon. Donc en fait, tu la vois la vidéo, Flo?
Non, elle passe pas, nous, hein. Elle Elle passe passe, pas? toi? Non, par contre, tu peux la Chez mettre. moi, elle passe, mais non, mais c'est pas grave. Vous avez un preview quand même ou pas? Vous voyez des flocons simplement, j'imagine? Oui. Bon, ce que je voulais vous dire avec cette vidéo, c'est une vidéo qui est assez simple. C'est une vidéo qui dure une vingtaine de secondes, qui est très bien réalisée, mais qui montre simplement des flocons filmés en slow motion en train de tomber au pont d'Espagne à Cotteret. Cotteret, c'est une page de moins de 70 000 fans. Cette publication, elle a touché 1 million de personnes. Pourquoi est-ce qu'elle a touché 1 million de personnes? Parce qu'elle a été énormément partagée, plus de 7 000 partages. Et ce reach atteint, donc le nombre de personnes atteintes, c'est dû principalement au fait que ça a été le bon contenu partagé au bon moment et au bon endroit. Pourquoi? Parce que ça a été partagé début novembre, c'est un moment où Cotteret donc une station de ski notamment, et à ce moment-là, début novembre, ben, tout le monde n'a qu'une envie, c'est de chausser les skis, mais il est encore trop tôt, la saison n'a pas démarré. Et à ce moment-là, tout le monde n'a qu'une envie, c'est de voir la neige tomber. Donc c'est pour ça que là, le choix du bon contenu au bon moment, au bon endroit, là, c'était effectivement un bon exemple de résultat atteint de cette façon. La partie modération, elle est extrêmement importante. Quatrième phase, elle est extrêmement importante parce que bah, vous ne pouvez pas laisser déjà des questions sans réponse, hein, c'est un basique. Mais il y a aussi notre aspect à prendre en compte, c'est que déjà vous allez créer facteur sympathie avec votre communauté en répondant, en personnalisant les réponses. Vous allez aussi augmenter mécaniquement votre niveau d'engagement sur votre publication, donc ça va lui permettre de lui donner plus de visibilité. Donc on va dire qu'il y a des raisons techniques qui sont une augmentation de la visibilité et des raisons stratégiques et de relation avec votre communauté pour garder cette proximité. Quelques éléments de base d'une stratégie social media. Le premier point, effectivement, ça va être d'essayer de se fixer des objectifs, de se dire qu'est-ce que je souhaite faire avec les réseaux et surtout de se poser les bonnes questions. Euh, Fixer les bons objectifs. Générer des ventes en direct sur les réseaux, sur Facebook par exemple. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ça viendra peut-être. On nous avait vendu il y a quelques années du F-commerce en réponse au e-commerce. À titre personnel, j'y ai jamais vraiment cru. Maintenant, c'est quelque chose qui se développe parce qu'il y a notamment l'arrivée la possibilité de payer directement dans Messenger. Donc, il y a probablement des choses qui vont se passer, qui sont en train de se passer dans Messenger, qui vont probablement permettre des conversions. Mais la conversion, la vente, elle se fait sur votre site web où elle se fait en physique directement euh, chez vous, dans vos structures, mais elle ne se fait pas dans Facebook. Les gens ne sont pas là pour acheter. Et même une approche trop commerciale risque, à mon sens, d'être pénalisante sur les mécaniques d'engagement. Par contre, c'est des outils formidables de relation clientèle, d'échange, effectivement, de discussion avec les clients. Donc ça, pour ça, c'est extrêmement pertinent. Là, un exemple effectivement de la SNCF sur Twitter, mais ne serait-ce que du Messenger sur une page Facebook, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Il y a beaucoup de demandes. J'imagine que certains d'entre vous l'utilisent dans le quotidien pour la relation clientèle, et c'est une bonne façon effectivement de discuter, d'échanger avec les gens. Les réseaux permettent effectivement de travailler l'image de marque. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. C'est un travail qui peut se faire, bien évidemment, par le message qu'on va diffuser, mais aussi beaucoup par les images, par l'approche visuelle. Et pour ça, ça peut être extrêmement efficace. Le fait de favoriser la recommandation, ça c'est un fait. Toujours dans cette idée que les réseaux sont à la base des interactions entre les gens. Euh, lorsque quelqu'un dit du positif d'une destination sur les réseaux, ben, il va avoir effectivement une certaine influence
sur son propre réseau. Il y a aussi les modules avis notamment, hein, qui sont disponibles sur certaines pages et qui vont permettre ça. Le contenu, ce qu'on appelle aussi le contenu utilisateur, va favoriser la recommandation. Donc, c'est tout bête, mais une belle photo de votre destination postée sur Instagram donnera envie aux abonnés de la personne qui a posté cette photo de venir visiter le territoire. Et il n'y a pas besoin d'être un gros influenceur avec une énorme communauté pour avoir une certaine influence. Les micro-influenceurs peuvent aussi être extrêmement intéressants et, et générer de l'intention de séjour, euh, peut-être moins massivement, mais qualitativement, c'est tout à fait envisageable. Un point qui va être important, et ça c'est de toute façon un basique de toute stratégie, c'est de définir ses cibles, c'est de savoir à qui on souhaite parler. Logiquement, avant de vous lancer sur les réseaux, vous avez une petite idée de vos cibles, de vos bassins de clientèle, des personnes que vous souhaitez atteindre. Est-ce que vous avez défini des tranches d'âge? Est-ce que vous avez défini des affinités qui correspondent probablement avec votre offre touristique locale? Où résident ces gens-là? L'aspect CSP est toujours un peu plus compliqué à traiter, mais ça peut être aussi intéressant de le prendre en compte. Et en fonction du choix des cibles, bah, peut-être qu'on s'orientera vers tel ou tel réseau. Il va être aussi important de définir la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, elle peut être générale ou elle peut être par réseau. D'après moi, elle a un intérêt un peu plus élevé si elle est spécifique à chaque réseau. Globalement, la ligne éditoriale, ce sont les sujets que vous allez traiter. La ligne éditoriale, c'est donc les sujets que vous allez traiter. Il faudra donc, et c'est ce qui va venir aussi fédérer votre communauté. C'est ce qui va l'intéresser, ce qui va faire qu'elle va suivre vos publications sur Instagram ou sur Facebook ou sur d'autres réseaux. Donc le mieux, c'est de la définir en amont, de lister un certain nombre de sujets, de venir les résumer, pourquoi pas dans une ou deux phrases qui vous permettent de résumer un petit peu ça, mais surtout vraiment de lister tout ça et après de venir le réintégrer dans votre planning éditorial qui vous permettra derrière d'organiser vos prises de parole. Différents types de publications possibles. Donc là, ce que j'entends par type de publication, c'est pas les types techniques, type vidéo, photo, etc., mais plutôt d'un point de vue stratégique. Comme on l'a vu tout à l'heure, en fonction du moment du cycle du voyageur auquel on se positionne, on va pas forcément diffuser la même information. Ou la même publication. On pouvait être sur de l'information pratique. Donc là, on est à un moment un peu plus avancé dans la phase de planification du séjour. Vous pouvez être dans des publications de séduction. Donc là, on est un petit peu plus en amont, effectivement. Vous pouvez avoir aussi de la publication, pourquoi pas commerciale, mais c'est pas forcément ce qui sera le plus efficace. Et sinon, effectivement, cette approche de divertissement aussi qui peut très bien fonctionner. Le ton, c'est quelque chose d'important. Ça va permettre de donner de la cohérence à vos messages. Est-ce que vous êtes sur du tutoiement? Est-ce que vous êtes sur du vouvoiement? Est-ce que vous aurez une approche qui sera plutôt humoristique, décalée, ou est-ce que vous serez plutôt sérieux? Le fait de changer de ton en permanence sur un même réseau risque de déstabiliser une communauté. Ça peut être le risque si vous êtes plusieurs community managers à intervenir sur des mêmes réseaux. Il s'agira donc d'essayer de cadrer un petit peu tout ça, même si chacun peut avoir son propre style, mais il faudrait éviter qu'il y ait trop de disparité de ton en fonction des personnes qui interviennent. Ça peut être intéressant de définir ça en amont. Et enfin, pour terminer mon propos, histoire de voir un petit peu quelques comptes de destination qui seraient intéressants de suivre. Je cite assez souvent cet exemple, j'en ai déjà parlé en début de présentation, mais c'est vrai que je trouve que l'Office de tourisme de Cotteret s'en sort très bien parce qu'on est sur une destination, on n'est pas sur une grosse destination, on est à l'échelle d'une station, d'un village de montagne et d'une station de ski. Mais on a une vraie stratégie qui est mise en place avec une belle approche aussi du contenu, avec de la belle production de contenu et des dynamiques social media qui fonctionnent bien avec une communauté vraiment engagée.
Vous remarquerez d'ailleurs que les outils s'appellent pas Office de tourisme de Cauterets, mais plutôt Cauterets. Et vous allez, je vous invite à les suivre sur Facebook ou sur Instagram par exemple, euh, parce que leur approche est, à mon sens, plutôt inspirante. Voilà. Euh, Bien évidemment, il y a du temps, il y a des moyens humains qui sont mis en place sur cette approche. C'est pas un cartan d'une personne qui est dédié à ça, hein. Il y a effectivement deux personnes qui travaillent là-dessus, euh, mais les résultats sont là et je pense que c'est intéressant de le garder à l'esprit. Euh, les outils effectivement du bassin d'Arcachon sont beaux. En tout cas, ce qui se passe côté Facebook, je trouve il y a un vrai ton aussi qui a été développé. Le choix des contenus est aussi toujours bon, donc c'est une page que j'aurais aussi tendance à vous conseiller de suivre. En particulier, ce qu'ils font sur Facebook, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et enfin, le dernier exemple que je voulais vous citer, donc j'ai volontairement pas pris des grosses destinations de façon à ce qu'on essaye, vous puissiez aussi vous y retrouver un petit peu et que ce soit une source d'inspiration aussi pour tout le monde. Et je trouve que ce qu'ont mis en place, ce qu'a mis en place l'équipe de Land Intérieur est vraiment intéressant. C'est pas une page avec énormément de fans, c'est pas une page qui a un engagement démentiel sur ses publications. Il y a de l'engagement, il y a des mécaniques communautaires qui ont été mises en place. Et il y a un vrai style en fait, il y a un vrai ton, il y a une approche vraiment réfléchie dans le choix des messages. C'est bien pensé, il y a un blog qui est lié à ça. Et je trouve que c'est vraiment, ça fait bien le job. Voilà, à mon sens, c'est un bon exemple sur voilà, une plus petite destination. Voilà, c'était un petit peu, je suis arrivé au bout du support, qui est voilà un propos donc vraiment, on va dire, d'introduction au community management, à la stratégie social media. Bien évidemment, on pourrait rentrer beaucoup plus dans les détails de tout ça. Et voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai, ou je tenterai d'y répondre avec grand plaisir. Mm. Super, merci Seb. Alors moi j'ai à côté ouvert une petite page pour pouvoir noter vos questions. Donc vous inquiétez pas, je les ai pas oubliées, sauf si parfois voilà, je suis passé à côté. Vous me le dites. Alors j'avais des questions, alors j'ai pas les personnes derrière, hein, mais si je demande de reformuler certaines choses, n'hésitez pas derrière vous, toujours pareil, à écrire des petites choses pour pouvoir compléter mes propos. Donc on avait une première question sur les chiffres que tu donnais, Oui. Seb, par rapport à 11 millions sur Snapchat. Est-ce Oui. que ça comprend des utilisateurs exclusifs de Snapchat ou potentiellement ceux qui utilisent aussi Facebook, par exemple? Non, on est sur des statistiques par réseau. On en a 33 millions sur Facebook, on en a 11 millions sur Snap. Entre les 11 millions et les 33 millions, il y a probablement des utilisateurs communs, mais c'est des statistiques par réseau. D'accord. Alors moi, je m'étais noté une petite question qui n'était pas en fait par les participants, mais juste sur Snapchat et le tourisme, en fait. Je sais que tu connais bien ce sujet-là. Là, on a fait voilà, un petit inventaire un petit peu de tout ça, c'était l'objectif. Mais si tu as deux, trois petits mots à nous dire sur Snapchat et le tourisme, est-ce que tu nous dirais quoi, par exemple? J'ai fait évoluer mon discours un petit peu sur Snapchat parce que Facebook a tendu un énorme piège, enfin Facebook via Instagram a tendu un énorme piège à Snapchat qui s'est vraiment refermé sur le réseau et qui est en train qui a vidé en partie de ses utilisateurs ou en tout cas de l'utilisation de Snapchat avec le développement des stories en fait dans Instagram. Euh, Moi, je m'intéressais énormément, je m'intéresse toujours aussi, mais ce que je trouve très intéressant dans Snap, c'est là où ils avaient un coup d'avance d'après moi, c'était justement sur ce format story, plein écran, adapté mobile, sur quelque chose de très court. On est complètement dans les tendances de consommation de contenu du moment, où on a un temps d'attention qui est vraiment court.
C'est là où, pour moi, il y avait la force de ce réseau. Et finalement, Instagram ayant juste fait un CTRL-C, CTRL-V et vraiment copié les stories, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que si on a une présence déjà sur Instagram, avec une communauté de base, il vaut mieux éviter de chercher à développer une présence sur Snap parce que ça va prendre beaucoup de temps et ça va être finalement assez long. Maintenant, Snapchat, c'est un outil qui sera toujours beaucoup plus puissant qu'Instagram auprès des plus jeunes, auprès des moins de 20 ans. Donc, si c'est du cœur de cible ou si voilà, s'il y a une cible s'il y a des besoins spécifiques à travailler auprès de ces cibles-là, ça peut valoir le coup d'y passer un peu plus de temps. Mais c'est un réseau qui, enfin, comme tous les réseaux, hein, de toute façon, je pense qu'un bon community manager, c'est à la base un utilisateur des réseaux à titre personnel. Donc avant de se lancer sur Snapchat, je pense que déjà, faut en être un utilisateur personnel pour comprendre les codes, parce que voilà, c'est une approche qui est un peu différente de ce qu'on peut trouver ailleurs. Moi, perso, j'arrive toujours pas, hein, par exemple. C'est vraiment très compliqué, hein. Euh, D'autres questions, je les liste. Bon, on passe un petit peu d'un sujet à un autre, hein, mais moi, ça me semblait Ouais, important ouais. qu'on fasse ce petit focus Snapchat. Déjà Mhm. parce que moi, je me pose la question et je pense je suis pas le seul à me la poser. Aujourd'hui, c'est vraiment un réseau qui, voilà, on l'observe hein, depuis assez longtemps. Quelques destinations se jettent un petit peu dedans. Moi, je sais pas trop comment, en fait, quel avis avoir. Donc, moi, ta réponse me convient bien. Donc, euh, donc voilà. J'avais une autre. Juste, attends, excuse-moi, parce que je vois il y a Manon Ah oui, elle lève la main en plus. Ouais. qui rebondit et qui dit, est-ce que ces cibles-là, les moins de 20 ans, vont rester sur Snap d'ici 20 ans? Alors, j'ai pas de boule de cristal, C'est clair. franchement. C'est assez compliqué. Mais par contre, je pense comprendre ce que tu sous-entends aussi par ta question. C'est est-ce que finalement le fait de s'y intéresser aujourd'hui, c'est pas aussi les fidéliser, c'est pas aussi commencer à les travailler dès à présent et à réussir à les fidéliser et à les avoir dans une communauté active lorsqu'ils auront par exemple 30 ans ou pourquoi pas 35 ans. Et ça peut être aussi intéressant. Sa question, pour encore aller un petit peu plus loin, c'est est-ce qu'ils n'iront jamais sur Facebook, en fait? Donc, c'est des gens sur qui tu fais une croix dessus, en quelque part, en termes d'engagement et de communauté et de création pour créer ta communauté, quoi. Moi, je, Ouais. Ils seront pas sur Insta, probablement pas. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart d'entre eux seront quand même sur Instagram. Ils ouais. seront pas sur Facebook, pardon, pour la plupart d'entre eux, mais je pense que, Mm. voilà, à mon avis, certains seront sur Instagram. Euh, mais il y a quand même une audience spécifique côté Snapchat, c'est sûr. Après, si c'est le cœur de cible de la destination, faut pas trop se poser la question, hein, faut tester, bien sûr. Ok. J'utilise énormément de filtres sur Facebook, ce qui me permet de masquer automatiquement et ne m'empêche pas de répondre. Fausse bonne idée. Alors, j'utilise énormément de filtres sur Facebook, ce qui m'empêche de masquer automatiquement et ne m'empêche pas de répondre. Sur la Fausse bonne partie idée. modération, Ouais. c'est effectivement une solution technique proposée par Facebook. J'ai envie de te dire, enfin, fausse bonne idée, je sais pas. Ça dépend un petit peu des résultats que tu obtiens. Là, faudrait peut-être préciser un peu ça et se dire, est-ce que tu as remarqué que ben, du coup il y avait des commentaires qui étaient masqués alors qu'ils ne devraient pas l'être? Est-ce que ça c'est assez souvent le cas ou pas? Si Mm. c'est pas le cas, si ça masque les bons commentaires, bah, dans ce cas-là, tant mieux. Mais après, je pense que parfois un mauvais commentaire euh, va être, et c'est même assez régulier quand on a une communauté assez engagée, il y a un mauvais commentaire qui arrive à quelqu'un qui peut être un peu agressif, et finalement c'est la communauté qui va s'emparer du sujet et qui va venir tempérer tout ça, et finalement le community manager aura juste besoin de faire une petite conclusion à la situation, il n'y aura pas grand-chose de plus à faire, et ce sera finalement tout bénef pour la destination, alors que le fait de le masquer, finalement, coupe court à tout échange, à toute discussion. Donc Mm. ça, effectivement, après, ça dépend du niveau aussi de comment dire, d'injure ou d'aspect néfaste que peut avoir le commentaire pour la destination. Moi, j'avais une question aussi que je me posais globalement en observant les destinations et notamment les avis hein, sur les réseaux sociaux. Euh, Aujourd'hui, il y a
des choses négatives ou violentes qui peuvent arriver sur Facebook ou YouTube, mais sur les autres, pas trop encore. On est vraiment sur plutôt de la bienveillance, à part sur Instagram, Snapchat et d'autres plus intimistes peut-être. C'est quand même un peu moins violent, donc les risques sont différents. Mais c'est vrai que sur Facebook et sur YouTube, il y a des choses un petit peu plus difficiles à gérer peut-être pour un community manager. Tu es d'accord avec ça ou pas? Je sais pas, parce qu'en fait, euh, nous, sur les différents cas, sur les différents clients sur lesquels on intervient, que ce soit dans du conseil ou dans du community management lorsqu'il est externalisé, on Mhm. se rend compte qu'en fait, on a très très peu, mais vraiment très peu de cas compliqués. Ouais. Compliqués dans le sens injurieux ou avec du contenu violent qui va être partagé sur la page ou ce genre de choses. On a la chance euh, de travailler dans un secteur qui est plutôt cool, qui concerne les loisirs, qui a une approche qui est plutôt positive de base. Donc bien évidemment, il peut y avoir des expériences négatives et ça, il faut les gérer. Ouais. Et surtout quand il y a une relation marchande, ce qui est peut-être un peu moins le cas de certains OT. Mais nous, Mhm. on le voit peut-être un peu plus avec des tours opérateurs, par exemple, qui peuvent avoir un peu plus de retours compliqués. Mhm. Mais sinon, globalement, je trouve que c'est assez positif. Après, se pose toujours la question de, bah, nous, typiquement, on travaille depuis longtemps avec la région Catalogne. Bah, voilà, il y a des événements politiques, Ouais, ouais, ouais. il y a une situation locale. Bah, il s'agit de gérer tout ça, de avant tout rassurer les gens, dire que tout se passe bien, etc. Mais D'accord. on n'a pas de haine véritablement. Ce côté défouloir, bah, je l'ai jamais vraiment trop vu. Voilà. Mhm. Non, c'était une façon de réfléchir à l'utilisation des filtres, en fait, dans un secteur d'activité où on est sur du loisir, en effet. Voilà. On a peut-être des personnes compliquées, mais est-ce que ça reste des choses ingérables? Si on a le temps de le faire, bien sûr, et si on n'a pas le temps et que c'est compliqué et que c'est des choses qui se rajoutent, voilà, c'est peut-être des choses à penser. Mais moi, je me posais également la question d'essayer avec une stratégie un peu plus fine, d'essayer de trouver au contraire des arguments pour faire que ta communauté, celle que tu engages et celle qui te connaît et qui te porte en quelque part, puisse elle-même répondre à des commentaires négatifs. Et donc là, en quelque part, tu as un Mm. petit peu gagné. Tu as créé la C'est ça. conversation, l'interaction, tu as un petit peu gagné, quoi. Et logiquement, si la communauté est de qualité, ça fonctionne comme ça. Ouais. Alors, j'en avais d'autres questions. Le planning éditorial n'enlève pas la spontanéité sur les réseaux sociaux? Question. C'est le risque si 100% des publications sont liées au planning éditorial, ou on va dire s'il n'y a pas d'adaptabilité du planning éditorial à la réalité de terrain. Euh, Il y a effectivement quelque chose d'important sur les réseaux qui est le fait que, on prend l'exemple d'Instagram, c'est carrément dans le nom, hein, le côté instantané, il est à la base même du réseau, même si on sait qu'aujourd'hui, C'est aujourd'hui. beaucoup de photos ne sont plus partagées sur le moment, mais plutôt un petit peu plus tard. Mais tout ça pour dire que je pense que le planning éditorial, c'est un peu les sujets forts qui répondent à la ligne éditoriale, à la stratégie de la destination, aux besoins, à ce qu'on a besoin de faire passer comme image, de véhiculer comme image. Ça permet d'ancrer un positionnement marketing. Ça permet voilà, de travailler une image de marque avec des choses qu'on a envie de dire, des messages qu'on a envie de faire passer. Mm. Ça permet de s'organiser par rapport à un aspect événementiel, etc. Par contre, ben, voilà, s'il y a une idée un peu plus spontanée, liée à un facteur météo, à un événement imprévu ou imprévisible, il faut pas s'en priver et il faut pas hésiter à décaler des choses et à réarranger ce planning-là avec un petit peu plus oui, de spontanéité. Oui, le planning éditorial, en fait, c'est quand tu as construit ta ligne éditoriale, tu as un planning éditorial sur les choses à traiter, mais en fait, elle n'enlève pas toute la spontanéité que tu peux avoir sur des sujets chauds ou sur des événements majeurs ou voilà, des choses qui arrivent sur ta destination, sur lesquelles toi, tu penses avoir un impact et en parler, quoi. C'est ça, quoi. Absolument. Je continue. La commercialisation directement sur la page, d'accord. Et qu'en est-il des publicités automatiquement ciblées dans Facebook?
Alors moi, ma question complémentaire, c'est savoir, je sais plus qui a posé la question, mais savoir si tu parles de tes propres publications commerciales ou celles qui sont générées par le flux et des autres utilisateurs. Alors je sais pas. Comment tu comprends ça, toi, Sébastien? La commercialisation directement sur la page, d'accord. Et qu'en est-il des publicités automatiquement ciblées en Facebook? Non, celles qui Alors, sont sponsorisées par les autres, en fait, c'est ça. celles qui sont sponsorisées par les autres, c'est-à-dire, j'ai pas tout à fait. Ah ouais, je voudrais comprendre aussi, j'arrive pas trop à. Euh, tu peux. C'est Manon qui est à l'origine de cette question? Ouais. On soit sûr de pouvoir bien répondre, en fait. Genre, dans Ah, ton fil d'actu, tu viens d'avoir un enfant et on te file de publicité. D'accord. alors, il y a rien de. Oui, donc, alors, il y a plusieurs choses. Euh, En gros, on va simplifier l'approche publicitaire Facebook. Soit tu peux faire un ciblage affinitaire. Tu définis quelqu'un qui aime, qui a une certaine affinité, je sais pas moi, avec les spas, le bien-être, etc., pour mettre en avant ton offre touristique de balnéo. Bon, tu cibles sur de l'affinité, des gens qui ont déclaré avoir une affinité avec ça. Donc ils l'ont déclaré en likant des pages, par exemple, et Facebook constitue une base de données à partir de ça. Tu vas pouvoir cibler ces personnes par rapport à du déclaratif de l'affinitaire. L'autre aspect, et je pense que c'est de ça dont tu parles, Manon, c'est ce qu'on appelle du retargeting, où finalement, ben, effectivement, tu viens d'avoir un enfant, donc tu allais sur des sites qui parlent, je sais pas moi, de maternité, de grossesse, ou je sais pas moi, de problèmes avec les enfants bas âge, etc. Et quand tu vas revenir côté Facebook, tu vas avoir du produit qui correspond un petit peu à ce que tu as pu consulter auparavant. Donc là, on est plus dans une approche de retargeting où en fait, quand on vient visiter un site, on a la possibilité, quand on est propriétaire de ce site, donc il y a un pixel Facebook qui s'installe, hein, et on peut constituer des audiences de visiteurs de son site web pour les recibler ensuite côté Facebook. Ça, je pense que c'est plutôt une bonne stratégie si c'est fait finement. Et c'est ce qui permet, pourquoi pas, d'avoir une approche un peu plus commerciale. Moi, j'aurais tendance à dire qu'en publication organique sur une page Facebook, il faut être sur une phase de séduction plutôt, du divertissement, de la séduction. Et ensuite, on peut avoir une approche un peu plus commerciale, pourquoi pas sur une audience qui est déjà intéressée, euh, qui a déjà marqué un certain intérêt pour vous, pour la destination. Donc, du coup, le fait de retargeter, de recibler des gens qui sont venus sur votre site, ça répond effectivement à ça. C'est bon maintenant? Ok, super. Euh, Moi, je m'étais noté deux, trois petites choses en plus. Alors, je sais pas, continuez à poser vos questions. Honnêtement, on a encore 10 minutes devant nous. Sébastien, je l'ai bloqué jusqu'à midi, donc je le remercie déjà. Et donc, on profite de sa présence et de ses réponses. Moi, je voulais que tu nous fasses une petite définition de ce qu'on entend par engagement dans les réseaux sociaux. Et il y avait un complément d'information qui était proposé par je sais plus qui, j'ai pas eu le temps de le noter, par rapport à justement l'engagement. Je m'étais noté de le garder en tête et bien sûr, je l'ai oublié. Voilà, si le taux d'engagement, voilà, qu'est-ce que c'est que le taux d'engagement en gros? Et puis derrière, voir si qui c'est qui a posé ça? Si ça ne pouvait pas le réduire si on faisait je sais plus quoi. Désolé. Mais qu'est-ce Oui, non, que... alors le fait de le réduire, c'était par rapport au filtre automatique des messages Oui, dont c'est on ça. parlait tout à Oui. l'heure. La question était liée à ça. Effectivement, s'il y a pas de modération, il y a moins de discussion, donc il y a moins d'engagement, ça c'est mécanique. Ouais. Par contre, en matière de... Alors, le taux d'engagement. Alors déjà, l'engagement, effectivement, c'est l'engagement, donc c'est un engagement qui va se calculer par publication. Ouais. Euh, parce que toutes les publications ne vont pas recevoir le même engagement. Et Mhm. donc, on va dire que globalement, l'engagement prend en compte le j'aime, le partage, les commentaires. Ça pourrait aussi, pourquoi pas, prendre en compte les clics sur une publication, le temps passé sur la publication. On pourrait aussi considérer ça comme de l'engagement. Donc ça, c'est effectivement cette notion d'engagement. Bon. Ensuite, on entend souvent parler de taux d'engagement et il y a plusieurs approches sur le taux d'engagement. Euh, vous avez,
Ce qu'il faut... En fait, il y a une certaine façon de le calculer qui, d'après moi, est fausse. Ah, mince. Mais, ouais, mais je suis toujours un petit peu embêté en l'expliquant parce que c'est ce qui fait la base de n'importe quel classement social media. Parce qu'en fait, les seules statistiques publiques sont l'engagement sur une publication. On peut comptabiliser le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de partages, ça c'est une statistique publique. Le nombre de fans d'une page Facebook, c'est aussi une statistique publique. Donc il y a une approche du du taux d'engagement, du calcul du taux d'engagement, qui fait un rapport entre l'engagement reçu sur une publication par rapport au nombre de fans de la publication. Donc Mhm. le ratio, en fait, entre le nombre d'engagements et le nombre de fans de la publication. Sauf que, d'après moi, ce n'est pas une façon juste de calculer le taux d'engagement, parce qu'on sait que si on a 10 000 fans sur une page Facebook, on peut faire une publication qui va toucher 1000 personnes, comme on peut faire une publication qui peut toucher 100 000, 200 000, 1 million de personnes, en fonction effectivement de l'efficacité de la publication. Donc, d'après moi, un taux d'engagement fiable doit se calculer, doit être un ratio entre l'engagement que reçoit la publication et le reach, donc le nombre de personnes atteintes par la publication. Donc voilà, on va dire qu'il y a plusieurs écoles, mais cette approche-là, rapportée au reach, ne peut se faire que lorsqu'on a accès à l'ensemble des statistiques, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas calculer le taux d'engagement d'une autre page Facebook sans en être administrateur. Voilà un petit peu les deux approches du taux d'engagement. Ok. On avait une question sur le taux d'engagement de Laurie qui disait que comme les vidéos se déclenchent automatiquement, ça augmente l'engagement. Est-ce que ça augmente l'engagement ou le taux d'engagement? Si ça augmente le taux d'engagement, enfin, tu me diras si ça augmente l'engagement, ça augmente le taux d'engagement. Euh, On va dire que mécaniquement, le fait que la vidéo soit en autoplay, bon déjà ça crée des vues, ça c'est sûr. Euh, Ça crée plus de vues, ça c'est sûr. Mais obligatoirement, ça va capter l'attention. Donc on va dire que potentiellement, mécaniquement, ça fera augmenter l'engagement sur la publication. Ça, effectivement, ça paraît logique et ça, je pense que ça sert à ça, tout à fait. Mais est-ce que c'est qualitatif? Honnêtement, c'est aussi la question qu'il faut se poser, quoi. Est-ce que L'autoplay. ouais, Ce qui est sûr, c'est que, mais là on rentre dans un autre sujet, oui, oui, ouais. qui est quelle approche du contenu. Et on sait qu'on a aujourd'hui un temps d'attention qui est extrêmement court et que Mhm. l'autoplay au moins euh, permet en fait de lancer l'histoire. Et si on réussit à créer effectivement une vidéo où dans les 5 premières secondes il se passe quelque chose de puissant, on va réussir à capter une audience que finalement on n'aurait pas eu si il n'y avait pas eu l'autoplay et s'il avait fallu cliquer sur la vidéo pour pouvoir voir la suite. Donc j'ai envie de dire, ça peut être qualitatif si c'est utilisé à bon escient, si c'est bien pensé, si la vidéo est bien montée. Mhm. Pour moi, ça peut être qualitatif. Ok. Ça augmente les vues, mais pas forcément les likes ou les commentaires. Ouais, d'accord, c'est ça, du coup, exactement. Est-ce que j'ai loupé quelque chose ou pas? Non, il y avait une question sur un exemple de planning éditorial. Ce que tu utilises, en fait, c'est un tableau Excel, en fait, où tu mets mois par Oui, mois. c'est du Google Drive, donc en tableur, mais c'est du fait maison, hein. Il y a, et clairement, ben, enfin, c'est du fait maison. Aujourd'hui, on a développé pas mal de modèles, mais on les réadapte à chaque fois pour toutes les problématiques de nos clients, qui sont pas forcément les mêmes. On a des clients qui sont très orientés sur des notions de saison, donc on va avoir des plannings éditoriaux spécifiques par saison, d'autres avec un lissage un petit peu plus sur l'année. Mais l'avantage du Google Drive, c'est le fait de pouvoir aussi le partager avec le reste de l'équipe et de se dire que finalement, peut-être que vous êtes seul dans votre structure à avoir la mission de community manager, mais c'est pas pour autant que une personne qui est à l'accueil, par exemple, ou que votre direction, bien sûr, ou que d'autres personnes dans l'établissement dans lequel vous travaillez ne peuvent pas contribuer en matière de sujets, d'idées de sujets pas forcément en matière de rédaction, vous pouvez garder la main sur la rédaction, histoire de créer de la cohérence dans
dans le message. Mais Mhm. par contre, dans la suggestion de sujet, effectivement, ça peut être intéressant de le partager. Je suis assez d'accord sur cette idée. Euh, je m'étais encore noté deux, trois trucs, excuse-moi de t'embêter, j'en profite moi aussi, sur Vas-y, tu tout ce qui m'embêtes pas était du tout, au contraire. le contenu généré par les autres utilisateurs. Versus, enfin pas versus, mais entre ce que nous, on a dans nos structures. Tu connais très bien nos structures. Nous, on a développé des compétences dans notre réseau sur l'animation numérique de territoire, sur reporter de territoire, sur community manager. Maintenant, c'est vraiment des notions qu'on essaie de travailler. Ce que tu dis tout à l'heure sur l'accueil, où en fait, je t'ai fait intervenir dans un cursus long sur l'accueil, accueil à distance versus accueil on va dire dans les murs de l'office de tourisme. Mhm. Ma question, c'était aussi sur les contenus qui étaient générés par les utilisateurs. Voilà, comment tu conseilles à un community manager, qui est pas forcément lui producteur de contenu, de rentrer en contact alors, je sais que tu as animé un web séminaire sur les influenceurs, mais deux, trois petites questions voilà, deux, trois petites approches sur comment rentrer en contact avec des gens qui postent des photos sur Instagram sur ta destination. Comment faire pour qu'en fait, tu crées du lien en fait. Alors, c'est une question compliquée, mais juste des petites notions. Non, elle est assez claire et elle est surtout importante. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas une méthodo. Par contre, il y a quelques pistes. Euh, Si c'est un utilisateur qui est un utilisateur régulier, enfin qui est un créateur de contenu local, Mm. qui crée régulièrement du contenu sur la destination, il faut absolument développer une relation de proximité avec lui en utilisateur, lui web bien sûr. Ouais. Euh, et ça va passer déjà simplement le fait de le suivre sur Insta avec le compte officiel, le fait de venir liker systématiquement toutes les publications qui concernent la destination et bien sûr de discuter, d'échanger. Donc ça peut passer par commencer avec des premiers commentaires sur les publications, en disant que la photo elle est sympa, en réagissant, en trouvant la bonne approche la bonne façon de réagir. Et puis après, ça peut être aussi le fait d'échanger par message privé avec cette personne. Donc là, on est assez focus sur Instagram hein, dans cette approche-là, mais c'est surtout là que ça se passe. Et au fur et suite à ces discussions en message privé, de demander, par exemple, l'autorisation de repartager le contenu en créditant la personne, etc. Et naturellement, ce sera bien perçu si c'est fait de cette façon-là, ce sera à 95% des cas accepté et assez bien perçu par la personne euh, qui même va devenir un contributeur encore plus régulier et n'hésitera pas même à vous faire suivre son contenu pour que vous le rediffusiez si on est sur un échange gagnant-gagnant avec le fait de mentionner le compte du créateur de contenu. Je pense que ça, c'est une approche de base qui, je pense, est très efficace. Mm. Ben, un peu dans le même ton, mais il n'y a pas besoin de demander l'autorisation si, quand on crédite, Si, si. si. Pour ta question, Il Manon, faut ouais, pardon, vas-y, Seb. Non, 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 mais enfin, à la fois, t'es aussi bien placé que moi pour répondre à cette question, puisque tu es un Instagrammeur averti. Euh, non, mais simplement, on peut pas. euh, euh, Déjà, même à titre personnel, le fait de prendre une photo à quelqu'un et de la repartager sur son propre compte, on le ferait pas. Alors, qu'institutionnel, on peut pas se permettre de venir voler entre guillemets du contenu à quelqu'un pour le repartager. Le fait de le créditer n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut absolument poser la question et s'assurer que la personne est OK pour pouvoir le faire. Oui, moi je suis entièrement d'accord avec Sébastien. Moi je pars du principe tout bête en fait de dire que c'est ce que je ferais dans la vraie vie, en quelque part. Pour utiliser les données de quelqu'un ou le travail de quelqu'un, il faut considérer que sa production est un travail en quelque part. Et c'est de sa propriété. Voilà, je ferai, si je veux utiliser son album photo qui est sur son bureau, je lui demanderai l'autorisation. En même temps, je crois que moi, je me pose exactement la même question en fait là-dessus. Alors même si en effet les droits d'auteur sur le web et tout, les droits voilà, tout ça est un petit peu complexe
et c'est un petit peu différent si tu te positionnes euh, dans les différents droits qui sont derrière. En plus, si c'est anglo-saxon ou francophone, des choses comme ça, c'est encore vraiment complexe, hein, ce sujet-là. Je pense qu'un web séminaire dédié pourrait être intéressant. Il n'empêche qu'il faut vraiment partir du bon sens. Et si tu veux créer, comme le disait Sébastien, pour moi, le Graal, savoir de la conversation, de l'interaction et de la viralité avec ta communauté, autant faire les choses le plus simplement possible. Voilà, moi, c'est plutôt comme ça que je le vois, quoi. Alors, j'ai d'autres questions et après, je crois que ça va être bon. J'en ai une sur le ton et une sur l'équipe de Cotteret. Je vais commencer par le ton. Si tu avais des... Parce que c'est toujours un petit peu compliqué. À part quand on est un CM un peu averti là-dessus, mais quand c'est pas notre compétence première ou notre premier ligne sur la fiche de poste dans la structure, bah, c'est pas forcément les choses qu'on peut faire en priorité. Donc le ton, voilà, il peut être différent d'un jour à l'autre, même si on reste tous des humains. L'idée, c'est quand même d'avoir un ton un petit peu uniforme. Est-ce que tu as quelques tuyaux? Tu en donnais tout à l'heure en fait sur le partage d'infos avec un drive partagé en interne qui permettait en fait d'avoir des idées. Et toi, tu gardes la main un petit peu sur le contenu, le ton et que tu peux utiliser. Est-ce que tu as des petits tuyaux pour savoir quel ton utiliser en fonction de ta cible, des choses comme ça? C'est un peu vaste comme question, mais si tu as des petites Non, choses mais à me donner. c'est quelque chose qui revient assez souvent. Bon, déjà, il y a est-ce que c'est le parti pris du tutoiement, du vouvoiement? Celui-là, il est primordial. Le fait, effectivement, de se dire, est-ce qu'on va utiliser des emojis ou pas? Essayer de lister un petit peu ce genre de choses. Et après, je pense que ce qui peut être bien, c'est de la démonstration par l'exemple. Et c'est peut-être de prendre trois publications type. Peut-être dans le planning éditorial, faire un onglet spécifique sur le ton, Mm, prendre trois publications, et ces trois publications, finalement, les rédiger avec le ton qu'on souhaite utiliser. Si on est sur des phrases courtes ou longues, si on utilise des emojis ou pas, voilà, est-ce qu'on va mettre beaucoup de ponctuation ou moins. Après, voilà, il faut avoir un ton qui corresponde aussi au positionnement et à l'image de marque de la destination. mm, Et ça voilà, je pense que après, même s'il y a deux community managers différents qui vont avoir deux approches différentes du ton, ça peut marcher. Mais ce qu'il faut peut-être essayer de se dire, c'est par type de publication, essayer de garder un peu de cohérence par type de publication. Euh, et puis voilà, surtout éviter de passer je sais pas moi, je vais dire des choses basiques, mais de langage familier à du courant, à du soutenu, mm. voilà, essayer d'avoir un peu de cohérence autour de tout ça. Du MDR à bonjour monsieur. Il y a peut-être un petit. Exactement. Exactement. Justement, en fait, tout ça, là, ces petits raccourcis, les petites fautes, alors des petites fautes d'orthographe, c'est à mon avis à bannir, mais au moins les petits raccourcis qu'on utilise dans les SMS, enfin, en termes de conversation familière. Qu'est-ce que tu t'en penses de ça, toi? Euh, enfin, pour le coup, ça peut très bien fonctionner. J'ai envie de dire, par exemple, si vous êtes sur Snapchat, vous allez complètement avoir un ton Mm. dans l'esprit du quotidien, quoi, euh, avec un langage effectivement plutôt jeune. Celui-là, il va falloir le privilégier. Mm. Sur Instagram, c'est pareil, si vous êtes trop formel, ça marchera pas non plus. Donc, pouvez. Mais en fait, ce qu'il faut surtout, c'est que les gens réussissent à comprendre vos phrases, quoi. Donc voilà, c'est déjà ça qu'il faut garder à l'esprit. Euh, Après, les emojis, je pense, permettent de faire passer peut-être de faire passer des émotions un peu plus facilement. Donc moi, j'aurais tendance à dire de privilégier ça. D'accord. Bah, c'est super, tu réponds à la question de Sandra qui complétait en fait du coup ma question sur le ton. Donc ouais, parfait, merci Sandra. Allez, n'hésitez pas si vous avez encore une question. On libère Seb dans 5 minutes. Moi, j'avais une autre dernière question sur Cotteret que tu citais, et puis l'élan d'intérieur également. C'est un peu la même question. Pour moi, c'est une question d'organisation interne et d'équipe.
Ma première question, c'est est-ce que tu connais l'équipe pour nous dire en fait comment elle est organisée et comment elle est organisée? Alors, tu l'as un petit peu dit, il y avait deux personnes qui étaient vraiment dédiées à ça. Mais derrière aussi, ma question, c'est comment elle est organisée en termes de production de contenu. Est-ce qu'ils produisent? Est-ce qu'ils interagissent? Est-ce qu'ils ont, voilà, est-ce que tu sais si ils sont capables de faire du live, voilà, pour qu'on voit un petit peu la compétence que tu mets en avant dans ces destinations que tu nous proposes. Et après, j'en ai qu'une. Euh, Ça marche. Ben, je peux surtout parler de Cotteret, parce que je les connais bien, Ouais. parce on travaille aussi avec eux. En fait, eux, en interne, ils sont deux. Il y a deux personnes, enfin deux personnes qui sont vraiment sur ce sujet du digital, pas que du Hmm. social media, du digital en général. Mais ils s'occupent beaucoup du social media. Ils ont pour mission d'être aussi beaucoup sur le terrain, et ça, c'est quelque chose qui, je pense, aujourd'hui primordial pour un community manager créateur de contenu. Euh, ont la compétence de création de contenu, c'est-à-dire qu'ils sont en capacité effectivement de faire des photos, de tourner des images et de faire du montage vidéo derrière. Donc tout ça, ils le font deux personnes opérationnelles, plus bien évidemment une réflexion stratégique avec la direction, Hmm. enfin en collaboration avec la direction. Nous, on intervient aussi sur la partie réflexion stratégique dans tout le contenu qui peut être créé. On va apporter effectivement du conseil pour améliorer tout ça, pour que ça soit toujours plus efficace. Et par contre, nous, ce qu'on gère, ce qu'ils nous ont externalisé, c'est la partie social media ads, donc Facebook, Instagram ads, que nous, on va créer, que nous, on va gérer à 100%. Donc en gros, en interne, ils sont deux plus la direction pour la production de contenu et le community management. Et la partie achat média, elle est externalisée et conseil stratégique. C'est nous qui le gérons. Voilà leur organisation. Ok, merci Sébastien. Dans des structures comme celle-ci, je complète un peu ma question du coup, dans des structures comme celle-ci, et globalement qui représente, voilà, qui peut être représentatif hein, de notre réseau en Nouvelle-Aquitaine, euh, enfin, quand je parle qu'il y a des personnes qui sont sur du digital, quand il y a vraiment des personnes identifiées, t'es vraiment, par- c'est partie prenant pour toi de dire qu'il faut à la fois être community manager et créateur de contenu, et tu penses que c'est vraiment lié dans un secteur du loisir, du tourisme, des choses comme ça, ou tu as des contre-exemples où vraiment c'est différencié et pourquoi? Oui, il y a des contre-exemples. À mon avis, comment dire, à l'échelle d'un OT, on va dire, je sais pas comment le dire, indépendant, enfin pas intercommunal quoi, ou enfin, sur un territoire plutôt réduit. Je pense Ouais, que le CM doit aussi être créateur de contenu, sauf si à la limite il y a un reporter de territoire qui lui ouais, a la compétence effectivement en création de contenu et qui collabore avec le community manager, ça peut marcher. ouais. Et j'ai envie de dire que plus le territoire s'élargit, donc à échelle département ou région par exemple, ou Mm, des OT effectivement intercommunaux, où là le CM va moins facilement aller sur le terrain parce que le territoire est large, donc c'est plus compliqué. S'il y a quelques dizaines ou centaines parfois de kilomètres à faire pour aller d'un point à un autre. Et là, il va falloir effectivement peut-être s'appuyer un petit peu plus sur d'autres CM liés à la structure ou alors externaliser une partie de la production de contenu. Euh, Nous, c'est par exemple ce qu'on fait avec le département des Hautes-Pyrénées qui gère le community management en interne. Nous, on est là sur la réflexion stratégique et par contre, la production de contenu, elle est externalisée. C'est nous, une partie de la production de contenu, c'est nous qui la réalisons. Donc ça dépend un peu de l'échelle en fait. Mais dans bien l'idéal, sûr. un community manager, pour moi, c'est un community manager qui va sur le terrain et parce que du contenu de base, une photo pour la tweeter ou la partager sur Instagram, Mm, c'est à la portée de n'importe quel community manager. ok. Non, c'était exactement la réponse que j'imaginais et que j'attendais. Donc, merci Sébastien. Et ça me permet de Ok. conclure par rapport à ce que disait Sandra. Alors, en effet, on a totalement conscience, on le voit bien dans nous à la Mona, comment
quand vous travaillez dans les offices, hein, la polycompétence, la polyvalence, on la voit totalement. Il n'empêche que nous, on préconise quand même de la spécialisation de métier. En effet, se lancer dans du... C'est pour ça que le web séminaire, pour moi, a toute son importance aujourd'hui. C'était vraiment les bonnes questions à se poser avant de se lancer dans des pratiques de community management. On ne se décrète pas community manager. C'est souvent des structures qui peuvent faire le- les- l'erreur, en fait, de penser que... Alors, en effet, Sébastien disait que pour être un bon utilisateur d'Instagram et pour sa communauté professionnelle, enfin, d'un point de vue professionnel, il faut déjà en être un utilisateur perso. Ça, j'en suis convaincu, parce que les codes, on les maîtrise, on les connaît, et du coup, on n'est euh, pas empêché par, du coup, l'incompréhension du mécanisme même du réseau social. Euh, il n'empêche que moi, merci du coup de ta question, Sandra. Une des conclusions, c'est de dire qu'en effet, pour moi, c'est important, et je pense que Sébastien l'a bien dit, qu'il y a plein de petites choses à bien checker avant de se lancer là-dedans. Et ce que fait Cotteret, c'est pas anodin. Il y a une stratégie derrière, il y a des personnes derrière, il y a un appui d'une structure extérieure pour des questions qu'expliquait Sébastien de stratégie, de mise en perspective un petit peu de tout ça, segmentation de leur clientèle, savoir comment ils discutent sur un réseau par rapport à un autre. Et donc, en effet, si on est déjà charrette overbooké par les visites, le guidage, l'accueil et toute autre chose, en effet, créer de l'interaction avec sa communauté sur les différents réseaux, c'est un métier et c'est un métier qui prend du temps. Et donc, c'est voilà, c'est une des conclusions que je peux donner en fait à ce web séminaire. Sébastien, tu peux interagir également. Il faudrait que les responsables s'en rendent compte. Ah, c'est évident que il faut que l'info passe à tous les échelons dans les structures. Nous, notre travail à la Mona, c'est de faire d'essayer d'interagir à tous les niveaux. Donc, en effet, des messages au niveau des managers, on en passe. Il faut qu'on continue, ça c'est évident. Après, j'ai envie de dire, une fois que vous avez suivi des formations comme celle-ci aujourd'hui, vous avez des arguments. Et moi, je pousse un petit peu là-dessus. C'est-à-dire que, il faut qu'on soit plusieurs à faire prendre conscience que travailler sur Facebook quand on est une structure touristique, c'est travailler. Mais c'est pas que rester sur Facebook à liker des photos. C'est voilà, il y a un travail. On peut essayer de bien analyser notre communauté. C'est un peu ce que expliquait Sébastien pour faire des choses ciblées, pour bien définir son ton, travailler sa ligne éditoriale. Voilà, donc vous avez des arguments aujourd'hui, peut-être pour être un peu plus alors, comment dire, je sais pas, pertinent en fait sur votre façon d'aborder ce métier. En tout cas, j'espère. C'était un peu l'objectif quand même du jour. Sébastien, tu veux dire un petit mot pour conclure? Merci. Non, pas C'était grand-chose pas un de piège. plus. Je pense. C'était pas. Non, je pense qu'on a fait on a fait le tour du sujet. Enfin, en tout cas, dans le temps imparti, le sujet est vaste, il mériterait de longs débats. Moi, ce que je vous propose juste, c'est que si vous voulez continuer l'échange, ça peut se faire sur LinkedIn ou sur Facebook ou sur Twitter avec plaisir. Voilà. Ok, je te remercie. Je t'envoie un pouce comme ça, Sébastien. Merci beaucoup. C'était super Merci pour à toi, ta Flo. disponibilité. La vidéo est enregistrée. Je vous passe les ressources dans la foulée. La présentation, les petites questions que je me suis notées, j'essaie d'y répondre. Alors, du coup, c'est un peu parti dans tous les sens. Je n'ai pas eu le temps de tout noter les réponses. Je vais essayer de me les refaire un petit peu dans le fil. Vous proposer quelque chose, un petit suivi quali pour voilà, nous dire ce que vous en avez ressenti et derrière si vous avez des choses à approfondir. Je suis en train on est en train de sortir à la Mona là, de coordonner le programme de formation 2018. On a mis pas mal de choses sur le